Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Les agriculteurs rejoignent les consommateurs dans la quête d'un meilleur pouvoir d'achat. Manifestation aujourd'hui un peu partout en France. Le ministre Michel Barnier leur promet un plan d'urgence. Ils ont voté. 130 000 militants socialistes se sont exprimés hier soir et ils ont placé en tête des motions celle de Ségolène Royal. Dans la course pour le congrès de Reims, derrière on retrouve Bertrand Delanoë, Martine Aubry, poussé à gauche de Benoît Hamon. Alors que va faire Ségolène Royal de cette victoire? Pourra-t-elle rassembler une majorité autour de son nom? Nous lui poserons toutes ces questions dans un instant. Elle est notre invitée. À suivre également ce soir un procès sans son principal accusé. Antonio Ferrara a choisi de quitter aujourd'hui le box des Assises de Paris. La présidente de la Cour parle de situation inédite, mais a choisi de poursuivre les débats. Et puis la question conso du jour, faut-il interdire les chauffages en terrasse des cafés? 3 députés verts ont déposé une proposition de loi et parlent de gaspillage écologique. Les restaurateurs, eux, sont en colère. La première conférence de presse de Barack Obama, le président élu s'exprimera dans quelques minutes à Chicago. Que faut-il retenir de ces derniers jours historiques? Les questions ne manquent pas, vous le verrez, avec nous comme grand témoin ce soir pour nous éclairer, Philippe Labro. Et puis en fin du cinéma, nous recevons le comédien Mark Wahlberg, un acteur au destin incroyable. Vous le verrez après La planète des singes, Les infiltrés de Scorsese. Il est l'interprète de Max Payne à l'affiche cette semaine. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, on commence ce soir ce journal par cette affaire. Depuis le début du mois d'octobre, un supporter de l'Olympique de Marseille, âgé de 34 ans, est retenu en détention provisoire en Espagne, et cela après des incidents lors d'un match de Ligue des Champions entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Depuis quelques heures, l'affaire suscite encore plus d'émotions du côté de la Canebière, car on a appris que le procureur en charge du dossier réclame 8 ans de prison à l'encontre du supporter. Sur place, Isabelle Stess et Christophe Larocca. Voici les incidents entre les forces de l'ordre espagnoles et les supporters marseillais juste avant le match OM Atlético Madrid. L'homme à la casquette est Santos Miraciera. On le voit pousser un policier avant de tomber à terre. Il est aujourd'hui accusé de trouble à l'ordre public et atteinte à l'autorité publique. Christine était à ses côtés ce jour-là. Matraquée à la tête, elle en ressort avec 11 points de suture. Si on lui reproche de s'être défendu et d'avoir défendu des gens, alors oui, il est coupable. On lui reproche d'avoir jeté un siège sur la police, ce qu'il n'a pas fait. Et effectivement, tous les gens qui connaissent Santos savent que Santos est quelqu'un qui est calme, c'est un modérateur. C'est pas quelqu'un qui a eu des problèmes avec la police. De nationalité franco-espagnole, ce fervent supporter de l'OM, membre des Ultras, reconnaît avoir bousculé un policier pour protéger une femme, dit-il. Il a peu de chances d'être libéré avant son procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Il s'est replié sur lui-même et c'est pas bon parce que quand il va commencer à trop cogiter, il va sombrer. Il est très abattu là, vous pensez? Oui. Oui. Quand je lui parle, selon ce que je lui dis, il pleure, donc je sais que le moral est de moins en moins là et qu'au fil des jours, il va ne plus du tout être là. Si la mobilisation est forte à Marseille, la plupart des clubs européens ont apporté leur soutien aux supporters, jugeant la décision espagnole disproportionnée. Les dirigeants de l'OM en appellent aux autorités françaises. Pour ma part, au jour d'aujourd'hui, ce à quoi je pense, c'est quand même la mollesse du soutien, je dirais, de l'État français. Le cas Santos fait maintenant craindre de nouveaux incidents lors du match retour OM Atlético Madrid le 9 décembre au stade Vélodrome. Étrange situation maintenant au palais de justice de Paris, puisque le procès en cours d'Antonio Ferrara pour son évasion spectaculaire de la prison de Fresnes en 2003 se déroulera tout simplement désormais sans lui, bref sans son principal accusé. Celui-ci a souhaité rejoindre sa cellule et a récusé ses avocats, une situation inédite que nous expliquent Dominique Verdaillan et David Fossard. Inhabituel aux abords de la cour d'assises comme à l'intérieur de la salle d'audience, des gendarmes prêts à intervenir. Depuis un mois, les incidents se sont multipliés entre les accusés et les magistrats de la cour d'assises. La défense accuse la présidente de mener un procès inéquitable, à charge. Résultat, Antonio Ferrara et 2 de ses 20 co-accusés quittent le box. « Je pète les plombs, vous êtes responsable de ma santé », dit Ferrara, qui dénonce l'isolement qu'il subit depuis 5 ans. En ce moment, il ne voit personne. Alors ça mijote dans sa tête. Et il voit qu'on n'écoute pas ses avocats, il voit qu'on n'écoute pas les conclusions qu'on dépose. C'est niette à chaque fois. Les 3 accusés demandent à leur conseil de quitter l'audience. Le procès Ferrara se poursuit donc sans l'accusé numéro 1 et sans son avocat. Une première en France, un précédent fâcheux.
peu importe l'absence d'accusé et surtout peu importe l'absence d'avocat, l'essentiel, et c'est l'exigence d'efficacité au fond. Il faut être efficace. Une situation jugée inédite par la présidente de la cour d'assises, mais qui choque le bâtonnier. Inquiétant puisque les accusés ne sont pas là et qu'il n'y a pas d'avocat qui soit présent pour les représenter puisqu'ils ont été récusés. Alors bien sûr, les débats ont repris en fin d'après-midi avec l'audition des témoins. La présidente s'est engagée à revoir l'organisation des audiences. Un calme relatif est revenu, mais il reste encore plus de 3 semaines avant le verdict et personne ici ne se livre à un pronostic sur l'avenir du procès. Dans l'actualité sociale de ce vendredi, c'est encore le pouvoir d'achat qui était au cœur des revendications aujourd'hui dans la rue. Et ce sont cette fois les agriculteurs qui étaient mobilisés un peu partout dans le pays. Plusieurs actions ont été menées. Les raisons de cette protestation avec Laurence Decherf et Daniel Lévy. Pas un département sans mobilisation aujourd'hui. De Caen à Bordeaux, en passant par Toulouse ou Limoges, ils étaient entre 10 et 15 000 agriculteurs dans la rue. Objectif, sensibiliser à la baisse de leurs revenus. Tous mes collègues qui sont là aujourd'hui sont là pour dire qu'aujourd'hui on travaille pour gagner rien. Éleveurs de moutons, de bovins ou éleveurs laitiers, tous subissent les augmentations de charges et la baisse des prix de vente. Leur cible aujourd'hui, les préfectures mais aussi les hypermarchés. Nous, quand le lait baisse, ça faisait 6 ans que le lait était à des prix bas et jamais le consommateur il a vu des prix s'effondrer. Le problème il est là. C'est toujours les mêmes, ces industriels entre eux qui s'en mettent plein les poches et la distribution, la grande distribution. Semences, fioul, produits de traitement ou engrais, tous les frais ont augmenté pour cet éleveur de charolais. Pour faire pousser cette herbe, pour faire pousser ce foin, 38% d'augmentation aujourd'hui, c'est des ballots qui me reviennent à beaucoup plus cher. Et des prix qui dégringolent, comme ces petits veaux vendus 25% de moins que l'an passé. Résultat, le revenu de cet éleveur a diminué d'1 quart. Je vends les bêtes au même prix que mon père les vendait il y a 30 ans. C'est quand même grave. Après un petit espoir l'an passé, le prix du lait a rechuté. Et les industriels annoncent moins 40 centimes le litre, inacceptable pour ces éleveurs. On ne voit pas comment on va pouvoir dégager un revenu pour nos familles et puis payer toutes nos charges. Moi aujourd'hui sur l'exploitation on est 2 exploitants, donc moi et ma femme en société, plus un salarié. On se pose énormément de questions. En réponse aux manifestations, le ministre de l'Agriculture annoncera un plan d'aide aux éleveurs de moutons jeudi prochain lors de la conférence sur les revenus des agriculteurs. La récession, hélas, c'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'Eurogroupe, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, l'une des conséquences. Et donc, on vient de le voir, la crise du pouvoir d'achat chez les agriculteurs, crise pour les consommateurs également. Illustration avec Françoise Vallée et Frédéric Pasquette qui sont allés à votre rencontre aujourd'hui dans une galerie commerçante à Paris. Question-réponse sur la consommation. Il y a peut-être certaines petites choses où je regarderais un petit peu plus. Au niveau de l'alimentation, non, je reste toujours. Je fais simplement attention à ce que j'achète. Mais après, peut-être dans les vêtements, j'aurais tendance à peut-être freiner un petit peu. C'est pas que l'alimentation ou que les vêtements, c'est un ensemble de choses qui font que c'est un peu plus compliqué, quoi. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est plus cher. C'est un peu plus cher, ouais, donc du coup on fait attention un peu à tout pour essayer de joindre les deux bouts à la fin du mois, quoi. Nous deux on travaille dans les assurances et personnellement je suis pas du tout inquiet. Pour l'instant les effets de la crise on ne les sent pas au quotidien, donc on ne va pas dire que c'est abstrait, mais concrètement il n'y a pas d'effet dans notre quotidien. C'est quand même difficile de concilier les fins de mois quand on est étudiant, quand on est en cité universitaire et qu'on a un loyer à payer, qu'on doit s'assumer. Et quand on voit en fait, quand on passe devant les magasins, on se dit waouh, je voudrais tellement acheter ça et on ne peut pas. C'est un bon moyen pour sortir les enfants notamment qui sont extrêmement victimes des marques et du système de consommation. C'est un bon moyen de leur expliquer, non, là j'ai plus les moyens de t'offrir telle ou telle marque. Je pense qu'ils vont en sortir par la force des choses, mais aussi j'espère par la conscience qu'ils auront pris de tout ça. Donc oui, ça nous ramène à l'essentiel. Ça nous ramène à l'essentiel, je pense.
Nicolas Sarkozy, lui, était à Bruxelles. Aujourd'hui, le président de l'Union souhaitait obtenir une feuille de route claire et commune sur la coordination des politiques économiques européennes. Un sujet qui fâche, on le sait, et qui ne fait pas toujours l'unanimité en Europe, mais le président français n'imaginait pas se rendre au G20 de Washington le 15 novembre sans un accord entre les pays de l'Union. François Bedonnet et Frédéric Furnemont. À Bruxelles, Nicolas Sarkozy n'arrive pas de très bonne humeur. En homme pressé, il rappelle dès son arrivée que face à la crise financière, l'Europe a besoin, et vite, d'une réponse forte et commune. Je maintiens, face à la crise économique qui s'annonce, la coordination de nos politiques économiques est une ardente obligation. Un message envoyé à Angela Merkel. L'Allemagne ne veut pas d'un gouvernement économique de la zone euro, mais elle appelle, elle aussi, à la réforme du système financier. Nous avons besoin de plus de transparence sur les marchés financiers et d'institutions fortes au niveau mondial. Sur les grandes lignes, l'Europe parlera donc d'une seule voix à Washington la semaine prochaine. Et Nicolas Sarkozy entend rappeler aux États-Unis leur responsabilité dans la crise. Il ne s'agit pas de désigner des boucs émissaires, mais nous savons pourquoi on se trouve là. Et s'il y en a qui vont oublier rapidement, nous, on n'oubliera pas. Et lors de la réunion du G20, l'Europe demandera qu'un autre sommet mondial, encore un, se tienne dans les 100 jours. En bref, sachez que le baromètre CSA pour le Parisien redonne des couleurs au chef de l'État. Le président de la République recueille 47% d'opinion favorable, soit 7 points de plus en un mois. La politique et les militants socialistes ont donc voté hier soir. 130 000 bulletins ont été déposés dans les urnes des différentes fédérations. Et c'est la motion de Ségolène Royal qui est arrivée en tête des suffrages, avec un peu plus de 29%. Elle devance Bertrand Delanoë, favori des sondages, et Martine Aubry, tous deux autour de 25%. L'autre gagnant du jour, c'est Benoît Hamon, qui représente l'aile gauche du parti. Des résultats, des chiffres et une question. Qui va pouvoir rassembler une majorité autour de sa motion et de son nom d'ici au Congrès de Reims la semaine prochaine? Ségolène Royal a peut-être la réponse, elle nous en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, les résultats d'hier soir avec Javi Timbert et Jean-Marie Lequertier. On a eu une soirée très sereine. Et très amicale entre nous. 2 heures du matin, rue de Solferino, les lieutenants de Ségolène Royal gravissent l'escalier du siège du PS comme une prise de pouvoir symbolique. Au bas de ce même escalier, le bras droit de Bertrand Delanoë constate la défaite. On aurait préféré être en tête, mais on est en deuxième position et on va continuer à défendre nos idées à partir du soutien que nous avons reçu des militants. Une courte nuit de réflexion. Ce matin, la gagnante du vote militant n'a pas encore tranché. La question que chacun se pose. Ce résultat me donne une légitimité, mais en même temps, vous savez que je n'ai jamais fait un préalable de cette candidature. Ségolène Royal a raison d'être prudente. La direction sortante ne va pas lui faciliter la tâche. L'accueil de François Hollande est aussi frais que le temps qui règne dans son fief corrézien. Comment parler de victoire quand on n'a aucune motion qui fait plus de 29-30%? 29%, c'est pas 51%. Donc il faut qu'il y ait une majorité pour que le Parti socialiste puisse être dirigé. Je vous remercie. Benoît Hamon, candidat de l'aile gauche, courtisé par Ségolène Royal au nom du renouveau qu'elle prône pour le parti, n'est guère plus enthousiaste. Encore faut-il qu'elle dise si elle est candidate. Pour l'instant, elle ne l'a pas dit. Si elle l'est. J'en prendrai acte, mais je ne pense pas aujourd'hui qu'avec 30% on puisse rassembler tous les socialistes. Silence radio pour l'instant du côté de Martine Aubry. Les partisans de Ségolène Royal lui font un appel du pied. On se sent, disent-ils, en parfaite harmonie avec elle. Bertrand Delanoë, enfin, s'est dit ce soir disponible, prêt à travailler avec tous. Le ferait-il derrière Ségolène Royal? Mystère. Le PS est décidément compliqué. Selon Jean-Luc Mélenchon, c'est un micmac. Aujourd'hui, il a décidé d'en claquer la porte. Je ne sais pas. Bonsoir Ségolène Royal, merci d'être avec nous ce soir. Vous venez de remporter une belle victoire. Certains parlent de surprise. Et pour vous, c'est une surprise ou pas? En tout cas, je crois que c'est d'abord la victoire de tous les socialistes, puisqu'ils viennent de démontrer leur maturité. C'est unique en France, dans un grand parti politique, de voir les socialistes s'empoigner sur des questions d'idées, sur des débats de fond, voter ensuite sereinement, avoir des résultats, ne pas contester ces résultats. C'est ça le message des militants que vous retenez? Oui, c'est ça. Mais vous savez, à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de pays dans lesquels des hommes et des femmes risquent leur vie pour créer des partis libres. Donc quand on a la chance de pouvoir militer dans des partis libres, de construire une démocratie, je crois qu'il faut s'en réjouir
et le Parti socialiste, une nouvelle fois, vient de donner une démonstration du rôle de la démocratie en son sein. Maintenant, c'est aussi la victoire d'une équipe, renouvelée, parce que je veux pousser en avant une nouvelle génération des futurs dirigeants du pays, je l'espère. Vincent Payon, Julien Drey, Manuel Valls. Voilà, et puis c'est avec des femmes aussi, Delphine Bateau, Najat Belkacem, des jeunes issus de l'immigration également, mais sans écarter bien sûr les anciens, les hommes et les femmes expérimentés qui doivent aussi trouver leur place au Parti socialiste sans ne plus être en première ligne. Vous parlez d'une victoire, c'est une première étape. Le congrès, c'est pour la semaine prochaine. Ce matin, François Hollande, à la radio, je l'écoutais, il affirmait d'une manière assez étonnante que ce score ne vous permettait pas d'obtenir une majorité. Il faisait un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'une majorité autour de vous, c'est pas possible? Je pense qu'il a raison de souligner la difficulté de la tâche qui m'attend. Vous savez, ce résultat, je remercie les militants socialistes de m'avoir placé en tête et d'avoir ainsi marqué d'abord une fidélité, puis aussi une volonté de transformation profonde et la nécessité aussi de bien ancrer le Parti socialiste à gauche. Ce résultat me donne des responsabilités, ne me donne aucun droit. Et donc je me suis sans tarder attelée en effet à la constitution de l'unité du Parti socialiste. Ça veut dire que vous avez déjà eu des entretiens avec les différentes responsables des autres motions? Bien sûr, oui, bien sûr. Je les ai contactés, je les ai appelés. Donc avec des réponses déjà positives? Écoutez, j'ai été vraiment agréablement marquée par le sens des responsabilités de celles et ceux qui n'ont pas été placés devant et qui malgré tout savent, et on vient à nouveau de le voir dans votre journal, que les Français souffrent d'une crise profonde, souffrent d'une baisse de pouvoir d'achat, que les services publics sont en berne, et je pense que cette prise de responsabilité, ce sens des responsabilités va me permettre, je crois, de rassembler les talents divers, des hommes et des femmes qui ont envie de s'engager dans cette transformation profonde que j'appelle de mes voeux. Cela veut dire que ce soir, un parti avec 29% pour vous, 25% pour Bertrand Delanoë, 25% pour Martine Aubry, à peu près 20% pour Benoît Hamon. C'était pas un parti encore plus éclaté qu'avant, finalement? Je ne le crois pas. Tout va dépendre de notre volonté de rassemblement, de notre force de conviction. Sauf Ségolène, parce qu'on l'a connu un petit peu pendant la campagne. C'est une nouvelle campagne, c'est une nouvelle conquête. Est-ce qu'on va vous laisser, Ségolène Royal, prendre en fait le Parti socialiste? Je pense que chacun est conscient aujourd'hui de la nécessité de respecter le vote des militants. Les militants viennent de se prononcer, ils l'ont fait très clairement par rapport à tous les pronostics, souvenez-vous, il y a quelques jours. Et je crois que chacun aujourd'hui sent bien que si le vote des militants n'est pas respecté, ceux-ci ne l'accepteraient pas. Et donc j'ai confiance. Et l'ouverture du Parti socialiste se fait toujours à gauche ou plutôt du côté du Modem? C'est une question importante. On sait que c'est une question à casus belli, par exemple avec quelqu'un comme Benoît Hamon. Ou même avec Bertrand Delanoë? Tout d'abord, le Parti socialiste doit ouvrir ses portes et ses fenêtres. Il doit s'ouvrir sur toute la société. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes qui sont venus massivement voter à l'élection présidentielle viennent vers nous. Que toutes les catégories d'âge viennent vers nous. Que tous les milieux sociaux, notamment les plus modestes, viennent vers nous. Et en particulier que le prix de l'adhésion ne soit plus un obstacle. Je veux un parti socialiste de masse, c'est-à-dire très présent partout dans la société et capable de se mettre en mouvement avec le mouvement social. Prête à discuter avec toutes les motions, ça va durer quelques jours, ça se passe comment concrètement? Des coups de téléphone, des négociations, voilà, des discussions? Des appels, des rencontres, des rendez-vous, mais qui se passent, je le répète, très très courtoisement et très sereinement. Et vous êtes candidate au poste de premier secrétaire, je l'ai bien compris ou pas? Écoutez, vous savez, ça pourrait être vous ou pas vous? Ce vote m'en donne la légitimité, oui. Mais je pense que par respect et par conviction à l'égard de ma conception que j'ai de la politique, qui consiste d'abord à écouter, à consulter et ensuite à prendre des décisions, je la prendrai le moment venu en fonction des consultations auxquelles je procède aujourd'hui. Je l'ai dit, ce très bon score ne me donne aucun droit, me donne d'abord des devoirs et le moment venu, je dirais, après avoir consulté bien sûr mon équipe, comment j'entends construire et réformer demain le Parti socialiste. Merci Ségolène Royal d'être venue ce soir sur France 2. Dans un instant à suivre dans votre journal, la guerre des chauffages en terrasse des cafés aura-t-elle lieu? 3 députés écologistes veulent les supprimer. Coup de pub ou vraie volonté politique? La première conférence de presse du président élu Barack Obama, c'est pour dans quelques minutes à Chicago. Philippe Labro nous fera le portrait d'un homme au-delà de l'icône enfin du cinéma. Mark Wahlberg joue Max Payne, héros de jeux vidéo adapté au grand écran. Il sera avec nous
tout à l'heure. Mais tout d'abord, le point ce soir sur la situation des zones touchées par les inondations. Le week-end dernier a été assez terrible pour des milliers d'habitants du centre-est du pays. La décrue est en cours dans l'Allier, la Saône-et-Loire ou encore la Nièvre. Cependant, les habitants de Nevers et des communes avoisinantes sont toujours privés d'eau potable au robinet. Reportage sur place, Karine Komadzi et Mathias Second. 3 jours sans eau potable et encore autant à tenir. La chambre de commerce de Nevers a pris les devants. Si les cafés et les restaurants peuvent faire bouillir l'eau, le boulanger non. Pour faire son pain, il lui faut de l'eau potable, beaucoup d'eau potable. 280 litres par jour. Le week-end un peu plus. Alors je sais pas comment on va faire, on sait rien. On verra avec le monsieur. On a du stock. En sortant de son lit, la Loire, capricieuse, a pollué les stations d'épuration et contraint 40 000 Neversois à un retour aux sources un peu fastidieux. Vu mon âge et puis mes problèmes de santé, c'est assez. Hein. Pour moi, vous voyez, j'en prends qu'une bouteille. Du coup, à la mairie de Nevers, on se réunit 3 fois par jour pour trouver des tuyaux. Peut-être qu'on peut vous trouver des bouteilles d'eau, d'accord? Je te rappelle, d'accord? Alors, Tessel me dit que les gens ont effectivement traversé la rue pour aller à Géant-Caz, mais qu'il reste de l'eau. Mais l'eau chère, les marques chères. À raison de 10 litres par jour et par personne, l'eau minérale commence à coûter un peu cher. Heureusement, les petits chimistes de la sécurité civile sont arrivés du sud de la France avec dans leur bagage de quoi tout purifier. La DAS devrait passer pour confirmer la potabilité de l'eau et à ce moment-là, on pourra commencer à la distribution. Ceux pour qui l'eau ne doit pas manquer, les voilà. 22 patients à dialyser, soit 13 000 litres d'eau nécessaires toutes les 24 heures. Au pied de l'hôpital, une citerne est ravitaillée 3 fois par jour. À Nevers, on part à tous les risques avant le retour à la normale. En bref, ce chiffre publié aujourd'hui, le nombre de tués sur les routes a augmenté de 16,8% pour le seul mois d'octobre, un chiffre qui signifie que 62 personnes en plus sont décédées durant ce mois. La question qu'on saute ce vendredi nous est en quelque sorte proposée par 3 députés verts qui ont choisi de s'attaquer au chauffage que vous retrouvez de plus en plus en terrasse des cafés, des restaurants ou des hôtels. Les amateurs de cigarettes les apprécient particulièrement, les restaurateurs également, mais les écologistes apparemment beaucoup moins. Alors pourquoi faudrait-il les supprimer? À Strasbourg, reportage Christine Beauce et Nicolas Freneur. À Strasbourg, les terrasses ne connaissent plus les saisons. Même en plein hiver, elles sont prises d'assaut et pour cause, elles sont chauffées. Équipées de bras zéro au gaz ou de parasols chauffants, elles accueillent toute l'année une clientèle de fumeurs. Le système de chauffage est bien quand on a envie de boire un café en fumant une cigarette. C'est vrai que pour un non-fumeur, être en terrasse ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce café du centre-ville chauffe depuis 2 ans sa terrasse. Succès garanti. Vous voyez, hein, terrasse pleine, intérieur vide. Oui, ça marche très bien. C'est un bonheur, on va dire, pour nous fumeurs. Moi-même, je suis fumeuse. Hein. Mais le bonheur a un prix. Ces bras zéro représentent une déperdition d'énergie considérable puisqu'ils chauffent la rue. De plus, ils sont polluants. 3 kilos de dioxyde de carbone rejetés en 1 heure. Résultat, la municipalité a négocié une charte qui allie développement durable et convivialité. Nous avons fait plutôt le choix de l'électricité et le choix des radiateurs qui sont homologués, enfin des radiateurs chauffants homologués, respectant les normes de développement durable qui s'allument et qui s'éteignent lorsque la personne arrive. Des systèmes radiants comme celui-ci commencent à voir le jour sur quelques terrasses. Exit donc les bras zéro polluants. Les cafetiers-restaurateurs ont jusqu'à fin 2009 pour se mettre aux normes. À quelques kilomètres d'ici, nos voisins allemands ont trouvé la solution 100% écolo. En hiver, les cafetiers mettent des couvertures à disposition des clients. À l'étranger maintenant, une image, celle d'une importante saisie de cocaïne aujourd'hui au large de l'Irlande. La cargaison est estimée à 500 millions d'euros. C'est un record. La cocaïne a été interceptée par la marine et la police irlandaise. À bord d'un yacht, 3 hommes sont actuellement en garde à vue. La page américaine de ce journal avec nous dans un instant notre grand témoin, Philippe Labro, mais tout d'abord direction Washington. Bonsoir Alain de Chalvron. Alors l'information du jour, c'est que le président élu Barack Obama va faire sa première conférence de presse dans quelques minutes et cela va se passer à Chicago. Mais Barack Obama avait apparemment, en début de journée, une petite mission plus familiale avant de s'adresser à la presse aujourd'hui.
Oui, il a enlevé ce matin sa casquette de président élu pour celle de papa, tout simplement. Il y avait une réunion des parents d'élèves dans l'école des deux filles. Il n'a pas eu le temps de trop s'attarder parce qu'il y avait ensuite une réunion de ses principaux conseillers économiques, réunion dont il rendra compte donc dans cette conférence de presse, la première dans quelques minutes. Alors justement, Alain, on est en période de transition, mais on semble déjà vouloir impliquer Barack Obama dans les affaires du pays. Oui, c'est d'ailleurs une première. Tout le monde pousse effectivement Barack Obama à s'engager. Alors vous savez, cette période de transition un peu bizarre a été voulue par les pères fondateurs il y a 220 ans parce que tout simplement il y avait des délais de transport à cheval à cette époque-là. On l'a conservé parce qu'on trouvait ça plutôt pratique. Ça permet au nouvel élu de se mettre au courant tranquillement, de nommer ses équipes sans hâte. Voilà, en général, ça se passe plutôt bien, même si, par exemple, en l'an 2000, des collaborateurs de Clinton avaient un peu malicieusement enlevé la lettre W, vous savez, sur les claviers d'ordinateur. Mais il y a tout de même un exemple désastreux, un précédent désastreux, c'est en 32-33, la passation de pouvoir entre Hoover et Roosevelt. Ils sont décrits tous les deux par les historiens comme deux chefs de guerre qui se faisaient face et ne se parlaient pas. Roosevelt ne voulait pas être considéré comme responsable en quoi que ce soit de la Grande Dépression qui, à ce moment-là, culminait. Alors, il y a certaines analogies avec la période d'aujourd'hui, sinon que George Bush a vraiment très sincèrement et fermement demandé à ses collaborateurs de collaborer au mieux. Et d'ailleurs, il y a déjà un exemple. Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, a consulté discrètement Barack Obama sur le nom de la personne qui aura un rôle clé dans les mois à venir, la personne qui va gérer le plan de sauvetage, 700 milliards de dollars, et qui naturellement sera en place bien au-delà du 20 janvier. Merci Alain. Bonsoir Philippe Labro. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste, un amoureux de l'Amérique. On vient de vivre une semaine incroyable, faite de superlatifs. On les a tous utilisés. Je voudrais qu'on vienne sur plusieurs images avec vous. D'abord celle-là. C'est celle d'un homme de 47 ans qui vient tout juste d'être élu président des États-Unis. Et il a un visage impassible. Il a l'air serein. Il se dégage de lui une sérénité incroyable. Sérénité et en même temps sobriété. Hein. On sent très bien qu'il sait ce qu'il attend. Et il sait aussi ce qu'il a parcouru. J'imagine qu'à ce moment-là, il réfléchit à ce qui a été peut-être le plus dur, la campagne des primaires contre Hillary Clinton. Pour moi, il était plus difficile pour lui de battre Hillary Clinton que de battre McCain, parce que tout le monde sait aujourd'hui que la campagne de McCain n'a pas été très très bien conduite. Alors, vous parlez de McCain justement. Ouais. On va l'écouter maintenant, parce que ce soir-là, il va prendre la parole et il va s'adresser en quelque sorte à Barack Obama. Écoutez. Les Américains ont parlé et ils ont parlé clairement. Il y a un instant, j'ai eu l'honneur de parler au téléphone avec le sénateur Barack Obama pour le féliciter. S'il vous plaît. Pour le féliciter d'avoir été élu à la présidence d'un pays que nous aimons tous les deux. C'est une élection historique. Et je mesure toute la signification qu'elle a pour les Afro-Américains. Alors Philippe Labro, est-ce que je suis angélique, mais quand j'entends John McCain, j'ai quelque part un peu l'impression qu'il a compris le sens de l'histoire et que finalement, il savait presque que cette élection allait lui échapper. Il le sentait, et il n'est pas fou, hein, c'est un homme très intelligent et très expérimenté. Il faut signaler quand même l'extraordinaire élégance de tout chapeau, ça. McCain. Non, chapeau les Américains, parce qu'ils le font toujours. Le battu va voir le vainqueur, lui serre la main, l'appelle, et le discours de McCain ce soir-là, je vais vous dire, à la limite, il est encore plus beau et plus construit que celui de Obama, qui était un peu en retrait, un peu serein, comme vous disiez. Donc McCain le savait, il le savait aussi parce qu'il a dû très vite comprendre qu'il avait fait une erreur fondamentale en choisissant Sarah Palin comme colistière, qui s'est avérée très rapidement pas à la hauteur de la mission qu'on lui confiait. Alors parlons maintenant de l'un des éléments marquants de cette élection. Ce sont les larmes, l'émotion de la communauté noire américaine, comme si un mur s'était enfin écroulé, comme si certaines chaînes invisibles s'étaient définitivement envolées pour eux. La longue marche des Noirs pour la liberté, c'est le grand format de ce soir. Il est signé Amaury Guibert et Delphine Parek-Miller. Dans la foule de Chicago, mardi soir, il pleurait. Jesse Jackson, figure de la lutte pour les droits civiques, mesure à cet instant le chemin parcouru. Les premiers Noirs arrivent en Amérique en 1619. Esclaves des colons anglais, ils ne sont affranchis qu'en 1865, mais rien ne va vraiment changer. Dans le Sud, la ségrégation règne. Et pour les extrémistes blancs du Ku Klux Klan, les Noirs sont au mieux des citoyens de seconde zone, au pire, des gibiers de potence. Des lynchages qui inspireront une chanson interprétée avant-guerre.
par Billie Holiday. Strange fruit hanging from the poplar trees. En 1955, dans un bus de Montgomery, Alabama, une couturière noire, Rosa Parks, refuse de laisser sa place à un blanc. C'est un délit à ce moment-là, cela va devenir un acte fondateur. Et c'est le début, en quelque sorte, de la médiatisation de la question noire aux États-Unis, parce que c'est le début du boycottage des bus de Montgomery, et c'est l'intervention, pour la première fois, d'un pasteur qui va faire parler de lui un peu plus tard, Martin Luther King. Et le jeune pasteur va prendre la tête du mouvement pour les droits civiques jusqu'à ce discours de 1963 où il fait un rêve. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mais le rêve tarde à se concrétiser, certains se radicalisent. Au JO de Mexico en 1968, 2 athlètes noirs lèvent le poing lorsque retentit l'hymne américain. La plupart des Noirs se sentent exclus de la prospérité américaine. Le feu couve et en 1992, c'est Los Angeles qui s'embrase. Des jours de pillage, d'émeutes raciales, 38 morts, des millions de dollars de dégâts. La rue se soulève, mais moins de 10 ans plus tard, une élite noire trouve sa place. Candy Rice, Colin Powell, secrétaire d'État, et bientôt Barack Obama, président. Il y a 4 ans d'ailleurs, à l'aube de sa carrière, il prononçait un discours pour dépasser une fois pour toutes la question raciale. Il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, une Amérique hispanique, une Amérique asiatique. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique. Alors, l'acteur américain Mark Wahlberg nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez eu le temps de voter, vous étiez en promotion en Europe, vous avez eu le temps de voter pour ces élections? Oui, j'ai voté. Je ne suis pas parti avant le 5, le lendemain. Qu'est-ce que vous avez ressenti le soir de cette élection? Eh bien, moi, j'en étais réduit aux larmes, comme beaucoup de gens. On a attendu très longtemps. On a maintenant beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura beaucoup de changements. Alors, Philippe Labro, on est obligé de faire un parallèle avec JFK. C'est presque caricatural, mais l'élégance, la famille, l'enthousiasme, ce rythme de l'histoire qui avance, on est obligé d'y penser. Oui, on est obligé d'y penser. Néanmoins, il y a des différences énormes. C'est pas la même Amérique, c'est pas la même situation. JFK est un héros de guerre. Il appartient à une famille, une dynastie. Il est WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestant. Et en face, il y a un Afro-Américain qui vient d'un mélange incroyable de sang blanc, de sang indien. Il a du sang indien dans ses veines Cherokee et du sang kényan. Mais le point commun, c'est au moins 2 choses. C'est effectivement une élégance et une éloquence. Ce sont des gens qui savent parler et qui savent pratiquement posséder, captiver une foule. Et deuxièmement, ils sont tous les deux des agents du changement. Ils représentent le changement et l'espoir. Mark Wahlberg, c'est ça? Un espoir, un nouvel espoir pour l'Amérique? Oui, tout à fait. Je disais à Philippe, lorsque j'ai débarqué de l'avion ici, c'est la première fois depuis très longtemps que je n'avais pas été gêné d'être américain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en dehors des États-Unis n'ont pas été des grands fans de nous, enfin n'ont pas été très admiratifs de Bush. Donc d'avoir un grand dirigeant, grand espoir, c'est super. L'Amérique a retrouvé une sorte de fierté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous l'ère Bush, on avait un président qui jouait sur les peurs, et là on a un président qui va jouer sur l'espoir. On est passé du 11 septembre et des lendemains du 11 septembre à de la peur absolue à un 4 novembre qui représente l'espoir. Il n'empêche qu'au début, Bush a été très soutenu. N'oubliez pas qu'il a été réélu. Les Américains ont commencé à se détacher de lui peu à mesure que s'accumulaient les erreurs, les horreurs. Les tortures, les prisonniers qu'on balance d'un pays à un autre, certains droits civiques qui sont un petit peu foulés aux pieds. Il y a eu un nombre incalculable de choses qui ont fait que le peuple américain s'est détaché de George Bush. C'était normal. Merci beaucoup Philippe Labro d'être venu témoigner ce soir. On va parler maintenant cinéma. Vous pouvez rester avec nous, avec Mark Wahlberg. Un film qui s'appelle Max Payne. C'est un film adapté d'un jeu vidéo. On en parle et puis on se retrouve juste après. Max Payne recherche quelque chose que Dieu lui-même veut garder secret. Pain, ça veut dire souffrance en anglais. La souffrance endurée par le héros est celle qu'il inflige aux autres. Max Payne, c'est l'histoire d'un flic solitaire et incontrôlable qui recherche les assassins de sa famille pour se venger. Quand on prend un homme, ceux qui lui sont vraiment chers, il ne peut plus jamais être le même.
À l'origine de ce thriller musclé, un jeu vidéo qui ne l'était pas moins. Un jeu réputé pour son esthétique cinématographique et l'utilisation du bullet time, un ralenti de l'action emprunté au film de John Woo. Cette fois, pas besoin de s'exciter sur ses manettes, juste d'ouvrir ses mirettes pour en prendre plein la tête. Le film suit fidèlement la trame du jeu et accumule les scènes de castagne, mais le scénario est à la hauteur. Il y a plein de rebondissements dans le film. Les apparences y sont trompeuses. Personne n'est ce qu'il a l'air d'être. C'est pour ça que j'ai voulu le réaliser. C'est un vrai film, oubliez le jeu. John Moore a su créer un univers visuel élégant. Quant à Mark Wahlberg, il n'en fait pas des tonnes et c'est tant mieux. Et si je peux me permettre, Marc, le petit look col roulé et veste en cuir vous va super bien. Et mon numéro, c'est le 0607. Alors, Mark Wahlberg, vous avez compris la traduction. Je crois que votre look a plu à notre journaliste. Oui, tout à fait. Et c'est un petit hommage à Steve McQueen dans Bullitt, n'est-ce pas, à l'origine. Bon, bien sûr, c'est un de mes acteurs préférés, mais à l'origine, lorsqu'on parlait d'avoir ce look, bon, ça reflétait pas nécessairement l'image des jeux vidéo, mais je trouvais que ça allait bien avec le rôle et tourner ce film donc en milieu de l'hiver, donc là, il fallait que je reste au chaud. Alors, vous aimez alterner les films un peu blockbuster, comme ça, puis les films d'auteur, c'est ça votre carrière, c'est ce qui vous permet d'avancer ? Oui, c'est ça. Si vous faites des films qui gagnent de l'argent, à ce moment-là, on vous permet de faire les petits projets. Donc je fais un pour eux, un pour moi. Un jeu vidéo adapté au cinéma, au départ, le scénario, ça vous paraissait surprenant ou pas du tout, finalement ? Oui, c'était une surprise, effectivement, parce que les jeux vidéo que je connaissais, c'était les Pac-Man. En tant que gamin, il n'y avait aucun récit, aucune histoire. Moi, j'ai lu le script avant de savoir que c'était basé sur un jeu vidéo. Mais en allant voir le jeu, je me vois que les jeux ont très évolué par rapport à quand j'étais jeune. C'est très cinématique. Alors, on l'a vu avec Barack Obama, les destins peuvent être incroyables aux États-Unis. Vous avez commencé votre carrière, après des difficultés, on va dire une jeunesse un peu difficile. Vous avez connu la prison après un braquage pendant 4 mois. Qu'est-ce qui vous a permis de basculer, d'avancer, d'évoluer? C'est une sorte de Yes, I can avant l'heure? Yes, I can, tout à fait. Et j'avais intérêt à le faire parce que j'aimais pas du tout la prison. J'avais 16 ans dans une prison pour adultes et effectivement ça a bouleversé ma vie. Mais bon, j'ai renoncé à ma foi pendant un certain temps. J'ai grandi dans l'école catholique. Mes parents étaient catholiques et je suis parti un peu dans la rue. Je voulais essayer de découvrir la vie pour moi-même et ensuite je suis revenu vers la foi et les choses ont évolué. Ce qui vous a permis de vous en sortir finalement, c'est la foi, j'entends, c'est ce que j'entends? Oui, tout à fait. La foi est véritablement ce qui m'anime et qui m'a permis de réussir. J'ai 3 merveilleux enfants, j'ai une carrière, j'ai la possibilité de choisir mes rôles. Effectivement, je suis dans la production, mais la foi, c'est vraiment l'essentiel. Philippe Labro, le président américain, prête toujours serment sur la Bible? Bien évidemment. C'est un geste important, clé? Oui, bien sûr. Il y a des gestes clés, il y a des rites, il y a des traditions. Il ne va pas les oublier, Obama. C'est un président américain. Et il défendra les intérêts américain, avant toute chose. Mark Wahlberg, vous avez vu dans les Infiltrés, est-ce qu'il y aura un deuxième numéro de ce film de Scorsese? Eh bien, effectivement, ils souhaitent faire un deuxième film. Si c'est mieux que le premier, moi, je serais prêt à le faire. Je travaille sur un autre projet avec Scorsese dans la télévision à l'heure qu'il est. Bon, moi, j'ai jamais fait un deuxième épisode, mais je souhaiterais également rejouer ce personnage. Toute mon expérience avec la police en tant que gamin, c'était la recherche, effectivement, pour jouer ce rôle. Et puis, vous entraînez pour incarner un boxeur irlandais, c'est ça? Vous vous préparez physiquement depuis plusieurs mois? Effectivement, je m'entraîne depuis 2 ans. Et c'est 2 ans. Ça sera pourtant Philippe Labro est impressionné. Bah oui, c'est intéressant. Hein? Oui, tout à fait, c'était mon idole, quelqu'un qui venait du même quartier, un de ceux qui effectivement qui a réussi et qui est devenu une superstar, donc effectivement de le jouer comme il le mérite, moi je serais prêt à m'entraîner pendant 5 ans. Une dernière question sur la chance, le destin. Est-il vrai que le 11 septembre 2001, vous deviez être dans l'une de ces tours qui s'est écroulée? Pas dans une des tours, en fait, j'ai une réservation à bord d'un des vols de l'American Airlines qui parlait de l'aéroport de Boston qui s'est écrasé dans la tour.
Donc la foi et Dieu doivent être réels. J'ai été béni, j'ai eu beaucoup de chance et tout à fait humilié par les choses que j'ai connues dans ma vie. Un destin définitivement incroyable. Merci Marc Valbert, merci Philippe Labro. Max Payne, c'est donc à découvrir sur les écrans à partir de mercredi. Le sport maintenant avec tout d'abord le basket américain et Tony Parker qui a réalisé une statistique incroyable comme les aiment justement les Américains. 55 points en une seule rencontre. Seuls 2 joueurs avaient réalisé une telle performance dans l'histoire du basket américain. Parmi eux, Michael Jordan. Une image de football avec un beau soir d'Europe à Geoffroy Guichard hier soir à Saint-Etienne. Les Verts ont battu en coupe de l'UEFA 3-0 les Norvégiens de Rosenborg. But d'Ilan, de Machado et de Miralas. Saint-Etienne qui avec cette victoire se rapproche des 16e de finale. Et puis sachez que le prix du roman France Télévisions a été attribué à Yasmina Khadra pour son livre « Ce que le jour doit à la nuit », paru aux éditions Julliard. Yasmina Khadra est en fait un ancien militaire algérien qui écrit sous un pseudonyme féminin. Il dresse ici un portrait de l'Algérie coloniale déchirée entre communautés entre 1936 et 1962. Image signée Olivier Robert. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'un des principaux titres, c'est la victoire de Ségolène Royal dans la course au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Il s'agit d'une première étape. Sa motion est arrivée hier soir en tête, à une semaine du Congrès de Reims. Reste à découvrir maintenant qui sortira vainqueur du jeu des alliances. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h50, votre téléfilm Boulevard du Palais. Je vous retrouverai demain à 13h. Et puis n'oubliez pas, 13h15, le magazine. Excellente soirée à vous tous. Merci de votre attention. Et à demain, donc. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.